Dans le podcast de cette semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Marina Blanchard, psychothérapeute spécialisée en thérapie brève et directrice du centre Virage, pour parler de la charge mentale. Comment trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Comment alléger cette charge mentale qui pèse parfois trop lourd et peut mener au burn-out? Ça te parle? Alors rejoins-nous dès maintenant pour une écoute inspirante et apaisante. Bonne écoute! Bonjour Marina, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast où on va parler d'une thématique qui m'intéressait beaucoup et je pense qui intéressera beaucoup nos auditeurs aussi, c'est la charge mentale. Oui, bonjour. Bonjour Sophie. Ben oui, effectivement, c'est une thématique qui aujourd'hui malheureusement a le vent en poupe, on pourrait dire. Tout à fait. C'est vrai que je trouve que peu importe où on se trouve entre amis autour d'une table, on se trouve dans une salle de prof avec des enseignants, cette thématique de cette charge mentale est liée à ça, ce fameux terme du burn-out qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques années, qui aujourd'hui est devenu malheureusement un mot qui fait partie de notre quotidien, qu'on entend régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment. Alors, moi, ce qui m'intéressait ici, c'était peut-être de démarrer en essayant d'expliquer brièvement ce qu'est la charge mentale concrètement, parce que c'est vrai qu'on utilise ce terme-là, mais finalement, de quoi parle-t-on ? On en parle beaucoup, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une distinction pour moi qui est intéressante. Donc, en fait, la charge mentale, en fait, comme son nom l'indique assez bien, quand même, c'est un poids. Une charge, c'est un poids, en fait. Et c'est quelque chose qui pèse. Et mentalement, c'est-à-dire au niveau de la tête, de la prise de tête, du fait de devoir... Je dirais, c'est un peu une to-do list comme ça qu'on a à l'intérieur et qu'on est constamment en train de devoir réorganiser, etc. Et donc, on est vraiment, effectivement, dans quelque chose... Enfin, je dis souvent, c'est un sac à dos et puis on se le remplit. Et comme parent, comme professeur, il faut... je ne sais pas, par exemple, je prends des exemples de professeurs. Il va falloir à la fois préparer son cours, clôturer le programme, prendre en compte les besoins spécifiques, puisqu'aujourd'hui on en parle quand même pas mal. Et donc ça fait, ça fait des pierres dans le sac à dos qui chacune ont du sens et chacune sont des choses bien, mais sauf que pour le prof, et en plus il doit gérer une organisation d'une sortie de classe, et il y a toutes ces choses à faire. C'est pour ça que, pour moi c'est la to-do list, mais qui se met dans la tête. Et voilà, ce qui est important, pour moi dans la charge mentale, c'est qu'il y a, donc c'est dans la tête, donc, et c'est ça que cette distinction-là est importante, c'est pas seulement faire les choses, c'est devoir les organiser, devoir les anticiper, devoir coordonner les événements. Bon, une maman qui dit je dois à la fois faire les courses, m'occuper de programmer les vacances, les rendez-vous médicaux, etc. Et donc c'est vrai qu'on peut déléguer au conjoint des choses, mais il y a vraiment une vraie différence de déléguer le fait de faire ou déléguer le fait de prendre en charge aussi mentalement. Et je pense que ça, c'est important dans la charge mentale, c'est cette notion d'organisation qui est derrière. Alors, c'est bien, ça clarifie. Alors, c'est vrai que le côté enseignant, parent, c'est vrai que c'est un petit peu notre cible ici, parce que, comme on en discutait il y a quelques minutes, c'est vrai que passant beaucoup de temps dans les salles des profs, je trouve que cette problématique, cette fameuse to-do list, j'ai l'impression qu'elle s'est alourdie ces dernières années pour les enseignants. On sent qu'il y a une forme de souffrance, de fatigue, d'épuisement chez certains. C'est quoi les principaux signes qui vont nous montrer qu'en fait, un enseignant ou un parent est bien en surcharge mentale et qu'en fait on est peut-être à la limite de quelque chose de plus sérieux. Il faut freiner, effectivement. Souvent, c'est comme un tableau de bord. Et donc, quand l'huile s'allume, ou si pour une voiture électrique, la batterie dit attention, il faut recharger, on doit prendre ça en considération. Et quand c'est nous, notre tableau de bord à nous, parfois, on ne le fait pas. On se dit non, ça va aller, c'est vrai que je suis fatiguée. C'est pas grave, tout le monde est fatigué, c'est la saison, etc. Et on ne s'arrête pas. Et du coup, effectivement, on maintient et on augmente, si on peut dire, la fatigue, parce que on est dans des cercles vicieux. Alors, un des signes, évidemment, c'est la fatigue, c'en est un, parce qu'en plus, il y a effectivement ce cercle vicieux de je suis épuisée, mais en même temps, je dors mal, parce que souvent, le moment du sommeil, c'est le moment où on relâche un peu la tension, et donc on n'a plus, tant qu'on lit, etc., puis on ferme son livre, on éteint la lumière, et à ce moment-là, comme des petites bulles, toutes les choses que je dois faire, toutes les choses auxquelles je dois penser reviennent m'envahir. Alors, on peut les noter sur un petit bloc à côté, mais ce n'est pas forcément suffisant que pour ne pas avoir d'autres qui viennent, et puis elles s'enchaînent, etc. Et donc, je pense que ça, c'est un des premiers symptômes, c'est évidemment la fatigue, voire l'épuisement. Enfin, après, il y a des degrés de fatigue bien différents. Alors,
Pour moi, un autre symptôme, c'est le fait de sentir qu'on est dans la prise de tête en permanence. Donc, j'ai parlé du sommeil, mais ça peut être aussi, je conduis en voiture et hop, je suis en train de réorganiser. Je ne suis pas capable d'écouter une musique simplement ou d'écouter un podcast, par exemple, ce qui est très intéressant. Mais je ne suis pas capable de me concentrer dessus parce qu'en fait, je suis tout le temps rattrapée par des choses à faire. Et donc là, c'est un signe aussi, il faut être attentif. Est-ce que je suis encore capable d'écouter un morceau de musique et juste d'écouter un morceau de musique en conduisant? Ou bien est-ce que je suis obligée de répondre avec des vocales à des sollicitations? Est-ce que je suis obligée de planifier ou simplement je ne peux pas m'empêcher de réfléchir en permanence? Et surtout, si je réfléchis, alors si je réfléchis à des choses philosophiques, pourquoi pas? Mais si je suis en train de réfléchir en permanence à ce qu'il y a à faire, comment je vais m'organiser, est-ce que je vais y arriver? Là, de nouveau, c'est un des signes qu'il y a trop dans le sac à dos. Ouais. Si je repense. Alors, on va parler de saturation aussi, comme si, enfin, je dirais, il y a une saturation, alors cognitive, ça on l'a compris, je l'ai déjà nommé, mais il y a aussi une saturation physique, souvent, parce que souvent, il y a des choses à faire, mais en plus, on les fait, on court d'un truc à l'autre, on relit vite la directive, si c'est pour les professeurs, la nouvelle directive, pour être sûr qu'on la respecte dans la sortie de classe organisée, ou des choses comme ça. Enfin, et donc, il y a des choses qu'on fait, et donc il y a cette saturation physique aussi, et puis une saturation émotionnelle. Parce que la saturation physique, en fait, c'est un peu je dois tout faire. Et la saturation émotionnelle, c'est un peu je dois tout faire bien. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on doit tout faire bien, où on a le regard des autres, on a l'impression que les autres font tout bien aussi. Comme parents, moi, ça me frappe toujours, si on est sur Instagram, on va voir une maman qui cuisine avec son enfant, elles font pas de tâches, tout ça est fantastique. Elles font des cookies, la maman, elle en mange tant qu'elle veut, elle reste toute mince d'ailleurs. Et après, elle fait un petit pas de danse avec sa fille et tout ça est fantastique. Il n'y a pas les conflits comme il y a dans les vraies familles, il n'y a pas... Et c'est normal, en fait, c'est normal, et sur Facebook, c'est la même chose, que les gens montrent sur les réseaux sociaux ce qui va bien, mais il faut que nous, on n'oublie pas qu'en fait, c'est pas pour ça que toute leur vie va bien tout le temps. Et donc, il y a une espèce de pression au niveau émotionnel d'être dans la joie, la bienveillance, que tout soit pacifique. Or, c'est normal que dans une classe, il y ait des conflits, c'est normal que dans une famille, il y ait des tensions, etc. Et je pense qu'on l'oublie un peu. Je trouve que émotionnellement aussi, il y a aussi ce côté où je dois à la fois réguler mes émotions à moi, ce qui n'est déjà pas toujours facile, et en plus celles des autres. J'ai essayé que mes enfants, mes élèves soient bien, soient calmes, que tout ça se passe tout en harmonie. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un peu un symptôme, c'est quand à un moment donné, on se dit je peux plus émotionnellement, ou qu'on pleure très vite du coup, parce que cette émotion émotionnelle, évidemment, elle se manifeste, ou qu'on pète un câble, parce que voilà. Donc c'est que les émotions, on parvient plus en fait à les gérer, et là c'est aussi un signal. Un autre signal pour moi, c'est aussi la culpabilité, c'est-à-dire cette question qui revient en disant est-ce que j'ai assez fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pu faire autrement, est-ce que j'aurais pu faire mieux, ou en anticipation, comment est-ce que je vais faire pour que ce soit bien, etc. Mais la culpabilité, elle est plus après, et c'est plus vraiment ce sentiment de jamais avoir assez donné, assez fait, assez bien géré. Et puis, il y a aussi la motivation, enfin ça, tu l'as dit tout à l'heure, qui diminue en fait, et qui fait que voilà, tout d'un coup j'ai plus envie d'aller en classe alors que j'aime bien mon métier. J'ai plus envie de l'histoire le soir à mes enfants, j'en peux plus. Moi j'ai juste envie qu'ils soient couchés, je veux plus avoir la paix. Et donc ça, ce sont des signaux. Avant j'aimais bien raconter mon histoire, j'aime plus. Tiens, c'est quand même inquiétant, et donc c'est important voilà, de s'arrêter sur tous ces signaux-là. Donc en fait, plus on se connaît bien aussi, plus on va pouvoir repérer les signaux, puisque je sais que d'habitude j'aime bien, si j'ai jamais aimé raconter une histoire, que j'aime pas raconter une histoire, pas d'inquiétude. Je suis voilà. Mais le prof qui allait le matin, qui se levait le lundi matin en se disant allez chouette, je retrouve ma classe, c'est trop bien, et qui aujourd'hui a envie de pleurer le dimanche soir, je veux dire, c'est quand même voilà. Après il y a dégradation. Ah oui, donc il faut quand même bien s'écouter aussi et prendre conscience que j'aimais beaucoup ce que tu disais. C'est vrai que je trouve qu'on est fort dans cette idée de se dire allez, c'est pas grave, tout le monde est fatigué. Un peu aussi cette culpabilité de se dire j'ai pas le droit non plus de
voilà, de dire que ça ne va pas, de dire que c'est difficile, etc. Finalement, me plaindre, non. Enfin, il faut que je morde sur ma chic, il faut que... et je trouve que parfois, on ne s'écoute pas juste parce qu'on se dit non, il faut assurer. Quoi. Oui, oui. Et en plus, si tout le monde fait ça, on a toujours l'impression que tous les autres assurent. Oui, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Florence Foresti quand elle mime les mamans et elle met en lumière tout ce que plein d'entre nous, je pense, ont pensé un jour ou l'autre. Oui, oui, tout à fait. La maman calme, c'est un classique. Oui, la maman. Alors finalement, les solutions, parce que c'est vrai qu'on va aller chercher quand même des moyens de gérer en tout cas cette situation. C'est quoi peut-être des stratégies? J'imagine il y a des choses plus fonction où on se situe aussi dans la situation problématique, mais des stratégies simples, plutôt efficaces, qui vont permettre aux enseignants peut-être d'organiser leur travail, trouver l'équilibre vie privée, travail. Je trouve que c'est pas toujours évident parce que moi, j'étais enseignante pendant 14 ans et je trouve qu'en fait, on fait un métier qui est quand même très humain. Et je trouve qu'on ferme pas... Moi, je fermais pas la porte de ma classe et du coup, c'est comme si tout ça n'existait pas. Moi, je ramenais tout ça avec moi. Enfin, j'avais dans ma valise, dans mon petit cartable, justement, un récit d'un enfant où ça m'avait touchée, ou une inquiétude que j'avais pour tel élève, ou de me dire, tiens, ok, j'ai fini à 4 heures, mais en même temps, il y a encore ça. Il y a encore toute une série de choses qui doivent être faites. J'ai fini de prester mes heures avec mes élèves, mais je crois que je rentrais avec un cartable parfois bien rempli, tant au niveau émotionnel qu'au niveau purement travail. C'est de me dire comment je peux ne peut-être pas tout ramener, essayer de trouver l'équilibre d'être présent quand même pour ma vie familiale et pouvoir garder le juste équilibre. Oui, parce qu'il y a effectivement ce cumul-là qui est difficile et qui fait, je pense qu'aujourd'hui, on parle de cette charge mentale dont on ne parlait pas avant. Mm-hmm. Mon papa, qui est plus âgé, mais qui a des paroles sages, parfois, je trouve, il dit, avant, il y avait la maman qui était à la maison, donc et le papa qui travaillait, et donc, il y avait une répartition de temps plein. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a 3 temps plein à 2. Et quand on est prof, effectivement, on a les élèves et puis on a la famille. Et donc, ça fait forcément beaucoup à gérer. Et effectivement, en plus, c'est un boulot émotionnel. Et donc, il y a cette charge émotionnelle, on parlait tout à l'heure, qui s'ajoute. Alors, je pense que une des premières choses très pragmatiques, c'est effectivement de se donner des limites. Mais je trouve ça un peu basique, mais je le dis quand même, parce que sinon on va se dire que ça n'a pas été dit, mais c'est de se donner des limites horaires et de se dire, jusqu'à telle heure je travaille, et puis après je ferme ça, et je n'ouvre plus mes mails liés à l'école, je n'ouvre plus, tout ça je coupe, comme pour n'importe quel boulot, j'ai envie de dire, essayer de respecter ça. Après, pour moi, des stratégies peut-être moins techniques, pragmatiques, mais concrètes quand même, c'est d'accepter de faire des erreurs. Pour moi, ça, c'est une des premières choses, c'est de se dire, parfois, peut-être, j'ai pas eu fini de corriger une interro, j'ai pas pu faire ça, et d'abord de l'accepter pour soi. Et moi, il m'arrive même de proposer aux personnes qui me consultent pour ce trop-plein, ce surmenage, cette limite burn-out, c'est de faire des erreurs exprès. Donc, pour se faire un petit vaccin à l'erreur, donc de s'habituer à vivre avec un truc qui n'est pas tout à fait bien fait. Laisser l'enfant partir à l'école avec 2 chaussettes différentes, pour un professeur peut-être ne pas avoir fini de corriger, donc revenir devant la classe en disant désolé, j'ai pas corrigé l'interro, mais madame, on veut l'interro, etc. Et donc je pense, et c'est un peu le deuxième conseil, accepter aussi de décevoir les autres. Et pouvoir dire alors aux élèves, je suis désolée, j'ai pas eu le temps, et ce sera comme ça. Ils vont râler et dire, je comprends que vous râliez. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir à la fois rejoindre sur le fait qu'ils ont le droit d'être fâchés, d'être déçus, d'être tristes, de ne pas l'avoir. Mais c'est pas pour ça que moi, je dois obéir et tout faire. Et donc, j'irai même plus loin. En fait, il faut habituer les autres à être déçus de nous. Parce que, en fait, quand on fait tout le temps le mieux possible pour que les autres soient tout le temps satisfaits, quelque part, on les prépare à une espèce de perfection, et le moindre pas de travers, on a les autres qui râlent, qui nous en veulent.
qui le manifestent et on se ressent coincé. Enfin, moi, je l'ai vécu avec les mails. Je voulais répondre aux mails toujours très vite parce que je me dis si je laisse passer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que donc, si je répondais pas après dans les 24-48 heures, j'avais des gens qui me relançaient en disant « Dis, tu as vu mon mail? Est-ce que… Hein ?» Et je me suis dit, en fait, c'est une erreur, quoi. C'est complètement… Parce que où on habitue, et donc je pense que le prof qui habitue ses élèves à avoir toujours les interros corrigés, si je reprends cet exemple-là, au cours suivant, eh bien, en fait, il se met lui-même dans une pression qui est peut-être pas indispensable, en fait. Et je pense que pouvoir décevoir, c'est important. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est important, une manière de garder le contrôle dessus, c'est de choisir les déceptions que je procure aux autres. C'est de me dire, voilà, la direction a demandé que ce ne sera pas possible pour moi à ce moment-là. Je vais m'excuser. Donc, moi, je dis souvent, excusez-vous, comprenez la colère de l'autre ou la déception, etc. Mais vous n'avez pas besoin de tout le temps assurer à 100%. Parce qu'en fait, avec tout ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est pas possible en fait d'assurer à 100%. Et on se met dans une situation où on est, on est sous l'eau. Et du coup, en plus, enfin moi je dis souvent, on se retrouve à devoir choisir. Et si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, c'est pas facile en fait de décevoir, etc. Je dis oui, mais d'un côté, soit vous continuez comme maintenant. Et donc, vous essayez pas de décevoir, mais vous risquez de craquer à un moment donné et de décevoir beaucoup. Et de plus être là, de laisser vos élèves sans cours. Alors, c'est pas seulement la correction de l'interro qu'ils n'auront pas, c'est qu'ils n'auront pas de prof pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que vous allez devoir être au repos. Et à ce moment-là, c'est, j'ai envie de dire pire, mais vous pouvez choisir ça. Vous continuez maintenant, et puis il y aura peut-être ça, peut-être pas. Peut-être vous allez tenir jusqu'à la fin de l'année, récupérer par les vacances et repartir dans la même chose. Soit vous acceptez de commencer à vous habituer à ne pas être tout à fait à la même hauteur, de mettre la barre moins haut et d'accepter de votre part le fait de pas toujours assurer, de faire des petites erreurs et même des erreurs volontaires. Moi, j'encourage vraiment les erreurs volontaires parce qu'elles sont plus acceptables. Et ça permet de pas avoir le sentiment de devoir tout lâcher prise. Je contrôle mes erreurs, mais j'en mets et je lâche des choses. Et donc ça, en général, quand j'accompagne en coaching des profs, par exemple, c'est quelque chose de possible et on réfléchit avec eux ce qui est possible pour eux de lâcher. Je ne dis pas qu'il faut lâcher le truc qui est super important pour eux, c'est pas le cas, mais pouvoir lâcher des choses. De toute façon, c'est vraiment, je reviens toujours à ce choix-là, mais soit je lâche rien maintenant et à un moment donné, je vais devoir tout lâcher, soit je lâche des petites choses. Et je tiens sur le long terme, quoi, ce qui est en général plus quand même. Alors, autre chose, c'est prioriser les tâches. Et de nouveau, je vais être peut-être vache, mais dire prioriser les tâches et parfois en lâcher une. Donc c'est vrai que si, je vais prendre un exemple pour des parents, par exemple, entre rater le rendez-vous chez le médecin et devoir vite aller acheter le cadeau pour le petit anniversaire du copain, du petit ami de mon fils chez qui il est invité, tant pis, je prends un livre de chez nous pour le petit copain, hop, ça fait du recyclage, c'est même très tendance. Et je vais au rendez-vous médical parce qu'effectivement, dans la priorité entre les deux, plutôt que me dire, je vais faire les deux, comment je vais arriver, etc. Accepter le plus vite possible de lâcher, parce que ça veut dire que je vais me relâcher forcément la pression et me dire, tant pis, il sera moins bien fait. Le gâteau d'anniversaire, je vais faire maison, je ne le fais pas maison. Enfin voilà, il y a des choses. Et pour les profs, je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles ils peuvent lâcher, qui peuvent être une partie de la matière où je vais leur demander de faire un travail ou de l'avoir par eux-mêmes et de revenir avec leurs questions. Ce qui va dans la pédagogie active d'ailleurs. Donc, il peut aussi répondre à des tendances actuelles au niveau pédagogique. Mais je pense vraiment pouvoir mettre des priorités. Quand je sens que je suis dans cet état qu'on a décrit déjà tout à l'heure, vraiment me dire, je dois lâcher des choses, sinon je vais craquer et c'est pas ça que je veux. Et donc, je vais commencer à lâcher. Mais évidemment, toutes ces pistes, elles peuvent être faites tout seul. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment les mettre en place tout seul. Et puis, on peut aussi se faire accompagner si vraiment on sent... Oui, j'allais poser la question parce que je me dis, il y a des petites choses comme ça, de se dire, tiens,
presque en anticipation, j'irais de nouveau, de se dire, tiens, j'anticipe, j'évite de me laisser noyer, je sens que, voilà, parfois j'exagère un peu et je prends les petits conseils. J'imagine que certains, parce que tu mentionnais tout à l'heure, je me dis en tant que parent, le parent qui se dit, tiens, j'ai même plus de plaisir à passer du temps avec mon enfant, tellement je suis... c'est dur aussi d'accepter, de se dire, est-ce que ça fait de moi un mauvais père, une mauvaise mère, de se dire, finalement, j'ai plus ce plaisir-là, tellement je suis noyée sous cette charge mentale. J'imagine que là, il y a quand même un accompagnement, parce que j'imagine que c'est quand même quelque chose de plus lourd et que c'est quoi les démarches? Alors, ça peut donc être prendre rendez-vous justement chez un coach parental, chez un psy, un psychologue, un psychothérapeute, en fonction de, voilà, moi je conseille toujours le bouche à oreille pour pas tomber chez n'importe qui, n'importe comment. Mais moi je pense que ça peut aussi, si on le repère soi-même, on peut aussi soi-même décider de lever le pied sur, voilà, normalement on fait un jeu de société, une histoire, on va se dire, ben voilà, maintenant, pour le moment, on va faire juste l'histoire, on va faire juste le jeu, enfin, ce qui, moi, est le plus accessible pour moi, finalement. Et je pense qu'il y a vraiment... En fait, je crois que ça dépend vraiment des personnes. On peut avoir besoin d'être aidé parce que... En fait, je crois que ça dépend un peu du degré de perfectionnisme de chacun. On n'a pas tous le même degré de perfectionnisme. Et pour certains, moi, je vois des mamans, c'est impensable de ne pas faire tous les repas maison, de ne pas tout avoir fait soi-même et des aliments tous bio, que j'ai tout. Et donc, la soirée pizza, c'est juste pas possible. Pour d'autres... Peut-être en entendant juste ce podcast, elles peuvent se dire ah bah oui, en fait je pourrais faire ça. Et voilà, parce que voilà, ça a été évoqué, c'est quelque chose de possible, etc. Mais voilà, en fait pour chacun ça peut, il y a des choses plus accessibles. Mais si je me dis mais moi je pourrais jamais lâcher, si en écoutant ce podcast quelque part, j'ai envie de m'adresser aux auditeurs, vous dites ben, c'est pas possible, lâcher sur mes cours avec mes élèves, je vois pas ce que je peux lâcher. Alors peut-être qu'il y a besoin plus d'être aidé, mais si vous pouvez juste lister dans les tâches et vous dire bah ça c'est vrai que je pourrais lâcher, ça c'est vrai que c'est pas urgent, ça c'est vrai que pour l'instant voilà il y a eu un drame dans la classe et on va prioriser là-dessus et tant pis pour cette part de la matière. Voilà, si vous êtes capable en fait, et ça je pense que ça dépend vraiment de chacun, d'expérience qu'on a pu avoir aussi, parce qu'à partir du moment où on fait l'expérience de lâcher, qu'on traverse ce moment pas agréable où on trouve qu'on n'a pas été aussi bien, aussi parfait comme parent ou comme prof, et puis qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que ça mais voilà. Alors, on peut le refaire. C'est pour ça qu'il faut commencer avec des toutes petites choses, vraiment accessibles pour chacun, mais bon, on n'a pas chacun les mêmes degrés de ce qui est accessible, et là, le même regard là-dessus, quoi. Donc ça, c'est sûr, très personnel. Super intéressant. On espère en tout cas que ces petites pistes peuvent déjà aider finalement certaines personnes. J'avais envie de venir sur une question parce que la question était venue de ma réalité, de dire dans le fait de lâcher justement. Moi, je rencontrais souvent la difficulté de dire non. C'est-à-dire on va me solliciter pour quelque chose et dans l'enthousiasme, c'est pas du tout que je me dis t'es obligé de dire oui, mais c'est dans l'enthousiasme du moment parce que l'échange était agréable, parce que je me dis tiens mais t'es l'élève, mais évidemment que j'ai envie de faire quelque chose ou voilà et parfois je m'entendais dire oui. Et puis, quelques jours après, je me disais, mais en fait, j'ai rempli moi-même ma barque d'eau et en fait, je suis noyée, mais finalement, c'était ma propre décision. Il y a des trucs pour apprendre à dire non et être OK avec ça. Oui, et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on dit oui, mais pour des raisons différentes. Donc voilà, c'est intéressant parce que tu dis j'ai du mal à dire non. Moi, je suis dans la même situation que toi. J'ai du mal à dire non parce que ça me fait envie en fait. J'ai envie d'aller dans un projet, etc. Je suis un peu toujours partante pour les projets, ce qui est un peu dangereux, mais que je trouve encore pour l'instant chouette, même si parfois je regrette, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non par peur de décevoir l'autre, par peur de... Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il n'y a pas une réponse évidemment toute faite pour tout le monde parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même moteur qui nous amène à dire oui en fait. C'est pas la même chose si on est avec la peur de décevoir ou si on est avec l'envie de faire les choses. Alors après, ça peut arriver, ça peut conduire quand même à la même chose, parce que si on dit tout le temps oui, ça conduit quand même au surmenage. Donc ça, c'est tout à fait exact. Mais du coup, en fonction de ce qui nous anime, en fait, je pense que c'est ça qui est important d'aller voir. Parce que si c'est la peur qui nous anime, il va falloir aller voir plus loin dans la peur. Et donc, se dire, ben voilà, j'ai peur. Bon, imaginons que je dise non à telle personne. Et aller vraiment voir, moi c'est ça que je propose, alors vraiment c'est aller voir
ce qui va se passer. Si je reviens, si j'ai peur de dire non, si les élèves disent oui, vous aurez corrigé les trucs pour la fois prochaine, c'est vrai que je dis oui. Et puis après que je me dis, mon Dieu, ça me met sous l'eau. Quel est mon risque de dire non, ou quel est mon risque de venir et de dire, voilà, c'est pas fait. Ils vont râler, ok, je vais les décevoir, ok, c'est pas agréable du tout. Puis c'est pour ça que j'avais dit oui, parce que je voulais pas. Et donc, comment je vais préparer ça? Et donc, vraiment, souvent, ce que je dis, mais réfléchissez finalement au risque si vous dites non. Et je pense que c'est la même chose quand la peur de louper un projet chouette, etc. Ça peut être aussi le risque de perdre ce projet-là. Et se dire, ok, et ces risques-là, comment je peux les prendre, comment je vais les gérer? Et donc, pour quelqu'un qui a peur de décevoir et qui se dit, j'ai trop, en fait, c'est important de pouvoir se dire, imaginons que je dise non pour l'histoire ce soir, non, imaginons que je dise à un moment donné, ce soir, j'ai pas fait de repas, en fait. Voilà, j'ai pas eu le courage de faire le repas, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qui va réagir, comment, etc. Et comment moi, je vais pouvoir réagir sans dire, mais je vais le faire, vous en faites pas, parce que tout le monde râle. Comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à réagir et préparer en fait la réaction que je vais avoir en disant oui, je comprends que vous soyez déçus, vous soyez embêtés, mais voilà, j'ai vraiment pas pu, j'étais trop fatiguée, j'ai préféré m'asseoir 1 heure pour lire. Et que tout le monde puisse se dire qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est quand une peur nous empêche de faire quelque chose, c'est d'aller voir quel risque on a réellement et comment du coup on ferait face si on devait affronter ce risque-là pour pouvoir l'affronter et pour en arriver à me sentir plus outillée finalement pour affronter ce risque-là. Alors évidemment, c'est un peu différent si c'est l'envie de faire des projets. Et là, c'est vrai que la question, c'est de se dire, bon, est-ce que ce projet-là est prioritaire? Là, je serais plus sur des priorités. Et du coup, ça me fait penser encore à un point quand même qui est important comme stratégie justement par rapport à cette charge mentale, c'est de prendre du temps pour soi et pour faire des points, pour faire des bilans. Voilà, je me suis engagée dans tel projet où j'ai ok, qu'est-ce qui est trop là-dedans? Et pouvoir aussi, du coup, revenir vers des personnes et pouvoir dire non après. Ouais. Et de nouveau, quel risque j'ai? Je devrais m'excuser, dire voilà, je suis désolée, j'avais d'abord dit oui, ton projet m'enthousiasmait, mais je me rends compte en fait que c'est trop, je vais probablement pas bien le faire, je suis désolée. Donc de nouveau, une position basse, parce que l'idée n'est pas de... Et comprendre que l'autre est peut-être déçu, et dire oui, je comprends tout à fait que tu sois déçu, je comprends que ce soit pas chouette, mais je pense que c'est vraiment un des messages importants, c'est de se dire voilà, quand je déçois l'autre, accepter, s'excuser, parce que c'est pas chouette, rejoindre l'émotion de l'autre, mais ne pas céder et dire mais je le ferai quand même. Oui, c'est ça. Qui revient finalement. Oui. Donc vraiment faire des pauses pour soi, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, même 1 fois par an. Et bon, voilà, la fin ou le début de l'année peut être un bon moment, mais se dire qu'est-ce qui est trop en fait dans ce que je fais et comment est-ce que je vais me dégager de ce qui est trop et sur quoi j'ai envie de recentrer mon énergie, ma batterie à moi qui est pas peut-être tout à fait pleine, et donc comment je vais la recharger aussi. Ça, c'est important. Super. Un tout grand merci, Marina. Alors, toi, tu donnes des formations aussi. Tu accompagnes dans le centre Virage, donc, où tu donnes de la formation pour les adultes. Toute personne, en tout cas, qui nous écoute et qui aurait peut-être l'envie d'en savoir plus. Donc, on retrouve tout sur le site internet de Virage. Et il y a de l'accompagnement. Tu parlais d'accompagnement plus individuel aussi, vraiment de coaching qui peuvent se mettre en place. Si on devait terminer par un conseil essentiel, le dernier mot à partager, que ce soit aux enseignants, aux parents, pour alléger la charge mentale et essayer de retrouver cet équilibre qu'on cherche tous? Apprendre à s'en foutre. Je vais dire une chose, j'aurais envie de dire ça. Apprendre à s'en foutre et se traiter peut-être plus comme on traiterait une amie. Je trouve que souvent on n'est pas tolérant avec nous-mêmes. Et si on avait une amie qui nous disait oui, tu sais quoi, j'ai pas réussi ou une collègue pour les profs, j'ai pas réussi à concilier tel. On va lui dire que c'est pas grave. Voilà, on va lui dire que c'est pas grave, exactement. Et à nous, on dit pas que c'est pas grave, on dit c'est pas bien, il fallait faire mieux. Et on se met de la pression supplémentaire. Et donc, voilà. Et je trouve que, voilà, donc, apprendre vraiment à s'en foutre plus du regard des autres, de décevoir, de faire une erreur. Et pour ça, il faut s'habituer. Et, ça s'entraîne.
Voilà, ça s'entraîne aussi. Super. Un tout grand merci en tout cas. C'était super intéressant. J'espère en tout cas que ça aura donné des pistes. Elles étaient très concrètes en tout cas pour essayer de gérer au mieux cette charge mentale. Merci beaucoup, Maria. J'espère. Ouais, merci de l'accueil. C'était avec plaisir. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Éducation mode d'emploi.